Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Stéphane Carcillo. Bonjour Stéphane, bonjour. Responsable de la division Revenu Travail de l'OCDE et professeur associé à Sciences Po. À vos côtés, Ludovic de Sauté. Bonjour Ludovic, bonjour Raphaël. Directeur délégué de la Tribune. Et face à vous, Denis Père. Bonjour Denis. Bonjour Raphaël. Président de Nature et People First. Et Antonin Bergeaud, bonjour. Que j'ai le plaisir d'accueillir. Alors pas sur la première fois sur BFM Business, mais dans les experts. Bonjour Antonin, prix du meilleur jeune économiste 2025 et professeur associé à HEC. Alors on va commencer par la nouvelle du jour, c'est cet emprunt forcé. Les sénateurs socialistes ont déposé hier soir, en fin de journée, des amendements pour proposer cette contribution des plus riches pour tous les ménages qui gagnent plus de soit 250 000 euros par personne annuelle ou 500 000 euros pour un couple. Eh bien, cet emprunt forcé, 9% de votre revenu fiscal de référence versé à l'État. Et si vous payez l'IFI, eh bien, c'est une cotisation de 2% au-delà de 10 millions d'euros de patrimoine. Je vous vois secouer la tête, Denis Père. Qu'est-ce que vous en pensez de cette... Ce que j'en pense, c'est qu'on est en voie de soviétisation accélérée du pays. Enfin, c'est un emprunt forcé, non rémunéré. Enfin, c'est juste absolument scandaleux. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut créer des camps aussi, parce que dans les pays où on a fait ça, dans les régimes où on a fait ça, les gens partaient, donc on a dû les enfermer. Donc il ne faut pas s'arrêter là, il faut bien sûr enfermer les riches aussi dans des camps. Non, c'est n'importe quoi, c'est un appel à quitter le pays pour les gens qui ont du patrimoine, qui sont des gens qui sont très patriotes, parce qu'il y a derrière évidemment un discours aussi qui se veut très patriotique, des gens qui sont beaucoup plus patriotes la hausse du budget des armées. Que ceux qui tiennent ce discours, qui ont en général fait rentrer beaucoup plus d'argent dans les caisses de l'État qui n'ont gagné d'argent pour eux-mêmes et qui ont créé en général aussi beaucoup d'emplois, parce que les riches en général c'est des entrepreneurs, c'est pas juste des footballeurs et des gens qui ont gagné au loto. Donc ce discours est absolument choquant à un moment où la dépense publique est hors de contrôle, c'est ce que dit le président de la Cour des comptes, donc il faut la remettre sous contrôle. Donc la priorité, c'est de s'occuper de cette dépense publique qu'on ne maîtrise pas, qui augmente tous les ans, plutôt que de revenir tous les ans devant les Français, et en particulier les plus riches, en disant désolé, c'est une fatalité, on n'y peut rien, il va falloir plus d'argent. Et où effectivement la capacité d'emprunt aujourd'hui, elle est absorbée par le paiement des retraites, le paiement du salaire des fonctionnaires. Et donc, quand on a besoin d'emprunter pour de bonnes raisons, en l'occurrence, effectivement, construire un appareil de défense à la hauteur, qui est probablement nécessaire, eh bien, effectivement, on est contraint de faire des choses aussi folles que ça. Donc, on est au pied du mur, on fait de plus en plus n'importe quoi, et je pense qu'on s'apprête à vivre des lendemains qui déchantent, parce que si les riches s'en vont, eh bien, il y aura moins de rentrées fiscales, les autres, les moins riches, devront payer effectivement l'impôt, et il y aura aussi moins de création d'emplois, parce qu'en général, c'est des entrepreneurs. Bon. Donc, c'est pas très malin. C'est surprenant quand même cette nouvelle, Antonin Bergeaud. On n'a pas les capacités en France de lever de l'argent sur les marchés pour financer la hausse du budget de nos armées ? Ah si, on a les capacités, on le fait très largement. Mais là, ça n'envoie pas un mauvais signal, non, aux investisseurs je ne sais pas si ça envoie un mauvais signal aux investisseurs. C'est un emprunt à 0%. Donc, pour le coup, évidemment, si on peut le faire, il n'y a pas de raison de se priver. Mais c'est vrai que ça envoie un message, comme ça vient d'être dit, qui est assez ambivalent. Parce que d'un côté, effectivement, c'est de l'emprunt pour un investissement qui est plutôt productif et peut-être qui va avoir, qui va être suivi par la population. Ça va peut-être être en fait une réforme assez populaire. Je pense que ça impacte les riches, donc peu de personnes, et en plus pour financer l'armée. Maintenant, c'est vrai que ça rajoute une contribution exceptionnelle à d'autres contributions exceptionnelles qui sont en fait plus du tout exceptionnelles. D'ailleurs, même sur l'IS, comme on va en parler. Là, elle est basée sur la contribution exceptionnelle votée sous François Fillon, donc il y a plus de, il y a près de 15 ans maintenant. Et puis vous avez un emprunt à 0%. Effectivement, vous perdez, même si vous récupérez en nominal ce que vous avez mis 4 ans plus tard, vous perdez quand même l'inflation. Il y a quand même une perte. Il y a une question de liquidité et puis il y a une question d'éviction parce que cet argent, il ne sera pas mis sur d'autres placements. On sait que les ménages riches investissent quand même beaucoup plus dans des produits financiers. Donc, quels sont-ils ? Est-ce que, effectivement, si c'est pour ramener de l'argent qui est investi dans la tech américaine vers l'armée, pourquoi pas ? Enfin, voilà, il faut voir un peu les modalités. Mais c'est un peu de l'ingénierie budgétaire qui, à mon avis, effectivement, n'est pas forcément... On voit un mauvais signal. On devrait plutôt faire du structurel, réfléchir aux dépenses. Voilà. C'est aussi très politique. On a eu connaissance à BFM Business d'un amendement copié-collé qui est celui du gouvernement en réalité. Donc on peut se demander si c'est pas Matignon qui est à la manœuvre pour donner encore des gages au parti socialiste et faire en sorte de décrocher le budget, Ludovic de Sauté. Non, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la lecture de Denis et qu'il y a quelque chose qui n'est pas très assumé, on va dire. C'est-à-dire parce que le financement de l'armée, on pourrait très bien, quand on a un taux aujourd'hui de 19% à peu près d'épargne qui est colossal, donc de l'argent il y en a, c'est pas la question.
Moi, je trouve qu'en lecture politique, ça montre à quel point, je veux dire, ces amendements socialistes, aujourd'hui, les socialistes sont en train de boxer en reculant. C'est-à-dire qu'ils ont perdu à Zuckman, la taxe improductive sur la fortune improductive a été démantelée et tout ça. Donc maintenant, c'est une nouvelle forme d'imposition qui n'en est pas une, puisqu'on on est dans des logiques de remboursement et autres. C'est assez folklorique, honnêtement. Je pense que ça répond pas à la question, d'autant plus que s'il y a un effort à faire sur le budget de l'armée qui est de l'ordre de 6 à 7 milliards, vu le taux d'épargne dans ce pays-là, je pense que franchement, le pays pourrait se doter d'un outil, d'un véhicule capable de lever cet argent et qui aura un élan probablement qui l'accompagnerait. Je le pense sincèrement. Il y a eu des fonds d'ailleurs qui ont été préparés par BPI Ouais. France, par des banques comme BNP Paribas pour financer aussi l'effort d'instrumentalisation pour la défense. Stéphane Carcillo, on l'a déjà vu, cette idée d'emprunt forcé. Il y avait une ordonnance notamment du 24 avril 1945 pour la reconstruction du pays après-guerre qui ciblait à peu près les ménages les plus aisés pour financer l'effort de reconstruction. Donc, est-ce que c'est choquant de faire là un effort d'avant-guerre ? On n'est plus après-guerre, mais c'est de l'avant-guerre pour préparer. Alors en 1945, on n'avait pas le taux d'imposition qu'on a aujourd'hui en France. C'est bien de le rappeler. Et le plus élevé de tous les pays de l'OCDE aujourd'hui. Donc la France a un taux d'imposition qui est déjà extrêmement élevé pour financer un modèle de dépenses publiques, essentiellement de dépenses sociales, qui n'est pas soutenable, qui génère du déficit courant. Oui. Régulièrement. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'en fait, il ne faut pas s'endetter pour financer de la dépense courante. On s'endette pour financer de l'investissement qui va permettre au pays d'être plus productif, éventuellement mieux se défendre, mais il faut que ce soit de l'investissement, pas de la dépense courante. Donc même dans l'armée, il faut faire la différence entre l'investissement dans des infrastructures et le paiement des salaires. Ce sont des choses qui sont différentes. Mais de toute façon, je veux dire, vu le niveau de prélèvement obligatoire dans notre pays, la priorité pour mettre des marges de manœuvre pour l'armée, c'est de réduire les déficits. L'année prochaine, s'il n'y a pas de budget, le déficit de la sécurité sociale va approcher les 30 milliards. Les 30 milliards. On crée du déficit avec la suspension de la réforme des retraites. À l'horizon de quelques années, ça va dépasser les 10 ou 15 milliards. Donc, on a un système qui n'est pas soutenable et on est incapable de le faire rentrer dans les rangs. Et je pense que le principal problème de la France actuellement, c'est ça. Alors, l'innovation en matière de taxation, spoliation, etc., est sans limite dans notre pays. On est de l'ordre de la spoliation, là, avec... on va rendre l'argent, normalement... L'emprunt forcé, quand même, franchement... Non rémunéré. Non rémunéré, on n'est pas très loin, quand même, parce qu'on n'est quand même pas très loin. Mais en termes d'innovation, d'imposition, la France est vraiment à une créativité sans limite, mais alors... Lorsqu'il s'agit de discuter de comment réduire la dépense, alors là, on a l'impression vraiment qu'il n'y a plus personne. On a vraiment l'impression qu'il n'y a plus personne. Et c'est l'impression que donnent les débats budgétaires depuis le mois de septembre, qui sont pour moi vraiment extrêmement alarmants. Extrêmement alarmant parce que l'essentiel du problème chez nous, c'est pas le manque de prélèvements obligatoires, c'est vraiment le surcroît de dépenses publiques qu'on a par rapport à ce qui est soutenable dans notre pays, par rapport à notre productivité. Il faut se mettre à niveau. Il faut faire rentrer les dépenses publiques et notamment les dépenses sociales qui sont l'essentiel de nos dépenses publiques dans le rang. On n'arrête pas de le répéter à longueur d'émission ici dans Les Experts et on voit que c'est... une destination un peu orthogonale que prend notre Parlement, donc une forme de quoi, de déni, Denis Père Oui, c'était assez spectaculaire. Enfin, ce qu'on a vécu ces dernières semaines, où effectivement la créativité fiscale était sans limite, pratiquement tous les parlementaires, enfin avec peu d'exceptions, heureusement il y en a quelques-uns qu'il faut saluer. Mais on mise beaucoup sur le Sénat pour nettoyer la copie. Le Sénat a commencé effectivement, heureusement, mais effectivement, enfin vous l'avez très bien résumé, on travaille essentiellement sur effectivement les recettes et pas du tout sur les dépenses. Or, on sait qu'il y a d'énormes chantiers à ouvrir qui ne sont pas du tout ouverts. À commencer bien sûr par celui des retraites. On va commencer par celui des retraites, bien sûr, où toute l'Europe, pratiquement aujourd'hui, travaille entre 66 et 68 ans. Même le Danemark, social-démocratie bien connue, a décidé de passer à 70 ans en 2040. Il y a bien sûr aussi la fraude sociale, dont on s'occupe très peu. Il y a la gendarmerie des Alpes-Maritimes qui a arrêté à Beaulieu-sur-Mer 2 individus il y a quelques jours qui avaient apparemment détourné 900 000 € d'argent de la CAF,
d'argent de la CAF. Donc il y a quand même des fuites assez spectaculaires un peu partout dans la dépense sociale. Et puis il y a bien sûr l'efficacité, la bureaucratie, ou plutôt l'inefficacité, la bureaucratie colossale, qui touche d'ailleurs aussi la dépense sociale, puisque les chiffres de l'OCDE d'ailleurs sont assez parlants sur ce point-là, puisqu'apparemment nous on a 33% du personnel qui voit jamais un patient dans l'hôpital, quand la moyenne européenne est à 24. Et ça, c'est des milliards d'euros aussi. C'est aussi en plus une bureaucratie qui assomme les premières lignes à l'hôpital. Rencontrer n'importe quel infirmier vous expliquera qu'il passe ses journées à remplir des formulaires plutôt qu'à s'occuper de ses patients. Donc il y a une inefficacité du système derrière, en plus des coûts, qui est absolument colossale. Et tous ces chantiers qui sont colossaux, on n'en parle jamais, absolument jamais. C'est complètement absent du débat public. C'est un scandale. C'est un scandale. Et ça, alors là, ça, c'est un problème de patriotisme et surtout d'absence de patriotisme de ceux qui dirigent le pays aujourd'hui, qui sont incapables d'ouvrir ce sujet. Je rappelle que Sébastien Lecornu a quand même doit présenter dans les prochaines semaines un projet de loi de lutte contre toutes les fraudes fiscales et sociales. On ne sait pas encore ce qu'il contiendra, Ludovic de Sauté. Et un projet de loi de décentralisation, simplification. Il doit parler train de vie de l'État aussi dans les jours qui arrivent. On verra ce que ça donne. Mais pour revenir sur l'emprunt, par ailleurs, c'est une lecture qui m'est propre, mais je soupçonne une manœuvre dans cette tentative qui est une manœuvre d'écriture, parce que cet emprunt, en fait, va figurer nulle part. S'il devait avoir lieu, c'est-à-dire qu'il ne figurera pas dans un élément fiscal et il ne figurera pas non plus dans l'endettement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comment la France, dans ses marges de manœuvre, aujourd'hui, on est amené à faire quasiment un jeu comptable sur 5 ou 6 milliards. On fait du hors-bilan ? 5 ou 6 milliards hors bilan, quelque part. C'est-à-dire qui n'apparaîtront pas ni sur l'endettement, ni sur la fiscalité, puisque ça sera à 0%, il y aura du remboursement. Pourquoi c'est pas considéré comme l'endettement ? En fait, progressivement. Progressivement, mais à la différence de la Grèce, c'est presque assumé. On commence à avoir des tentatives de jeu d'écriture. Progressivement. C'est honnêtement, la démarche est de cet ordre-là. C'est de la sincérité budgétaire, Antonin, ce genre d'emprunt forcé ? Ça va être inscrit dans le PLF, c'est une recette, c'est de l'argent qu'il faudra rendre. Oui, il faudra le rembourser. Donc, il faudra rembourser, mais où est-ce qu'il va apparaître en fait ? Non, mais c'est une vraie question. Ça va sans doute engager des besoins d'endettement ultérieurs quand il faudra les rembourser de toute façon. Donc ça va apparaître un moment au bilan, sauf si on décide de reconduire de manière exceptionnelle tous les 4 ans, c'est possible. Mais je pense quand même que on a beaucoup parlé de dépenses sociales, notamment. Là, c'est quand même pour financer l'armée. Oui. Alors c'est vrai que dans l'armée, il y a les retraites, il y a les salaires qui ne sont pas forcément très productifs, mais il y a aussi une grosse part de l'investissement dans l'armée dont on sait qu'à long terme, elle a des retombées sur la croissance. Et donc pour le coup, là, c'est plutôt un investissement. Alors on peut regretter qu'on soit obligé de monter en gamme sur l'armée, mais enfin c'est un investissement d'avenir qui normalement crée de la croissance. Donc plutôt rentable. C'est un investissement rentable, puisque alors c'est moins rentable que l'éducation, la recherche. On peut toujours faire beaucoup mieux que mettre dans l'armée, c'est sûr, mais bon là c'est un peu nécessaire. Et c'est beaucoup mieux que d'aller financer un report de la réforme des retraites ou tout ce qui a été dit juste avant. Donc, nous, je pense que le problème de la France, comme souvent c'est dit ici, c'est plutôt le PIB par habitant qui est trop faible que nos dépenses sociales. Enfin, on a des dépenses sociales très élevées, on est un pays plutôt pas très riche du point de vue du PIB par habitant. Donc, effectivement, la solution... Dit Gilles Berset, sur ce plateau, nous sommes un pays en voie d'appauvrissement qui a un système social de riches. On a un PIB par habitant qui est plus proche de celui de l'Espagne que de l'Allemagne, concrètement. Et en fait, on réfléchit assez peu à comment augmenter ce PIB parce que par habitant, c'est compliqué. Il y a 2 solutions, c'est le temps de travail ou la productivité. La productivité, on est coincé. Le temps de travail, effectivement, il faut essayer de trouver un moyen d'augmenter massivement. Et puis on le réduit en suspendant la réforme des retraites. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un conflit de temporalité. Stéphane Carcio. C'est qu'en fait, la productivité, effectivement, les réformes qui visent à augmenter la productivité par tête, le PIB par tête, c'est des réformes qui ont des effets à long terme. Si vous prenez l'investissement, l'éducation, la recherche, c'est des investissements absolument essentiels, vraiment centraux, on devrait se concentrer là-dessus, mais c'est des investissements, des choses qui auront un effet dans 5, 10 ans, 15 ans. On les fait pas. Voilà, on les fait pas. Et la marge de manœuvre la plus rapide, c'est d'augmenter la quotité de travail. Donc il y a à la fois ce que produit le travail, là c'est la qualité de l'investissement, des machines, des technologies, de l'éducation, et puis il y a la quantité de travail, le nombre de personnes qui travaillent. Alors ça, on peut avoir un effet un peu plus rapide peut-être, mais quand même. Par quelles voies et moyens ? Il n'y a pas 36 solutions, c'est essentiellement un problème, avant tout un problème de nombre de personnes en emploi, avant d'être un problème
problème d'heures de travail. On pense souvent aux 35 heures, mais en fait, les Français travaillent plutôt 39 en moyenne. C'est bien le rappeler. Et voilà. Et on peut jouer éventuellement sur les jours de congé. Alors, on a vu le tollé que ça a fait, mais effectivement, s'il y a une marge de manœuvre, c'est plus sur les congés que sur la durée hebdomadaire du travail. C'est à peu près équivalent avec cet emprunt forcé d'ailleurs. C'est autour des 6-7 milliards d'euros, la suppression des 2 jours. Voilà, bon ça on peut jouer là-dessus éventuellement, mais surtout le facteur numéro 1, c'est le nombre de personnes en emploi qui n'est pas suffisant. Et là, c'est aux deux extrémités de l'âge actif, c'est essentiellement, il y a 3 catégories. Un, les seniors, d'où la réforme des retraites. Alors on va pas dans le bon sens, clairement, puisque c'est je dirais le contributeur numéro 1 de l'augmentation du taux d'emploi ces dernières années. C'est l'augmentation de l'emploi parmi les seniors qui est tirée par la réforme des retraites, et c'est le facteur numéro 1. Deuxième facteur, c'est l'emploi des jeunes. Donc on a vu l'apprentissage qui a amélioré les choses, mais il y a encore trop de jeunes et qui prennent trop de temps à s'insérer sur le marché du travail. Il faudrait que ce soit beaucoup plus rapide. Et qui va être raboté dans le prochain budget. Voilà, encore raboté. Et le troisième facteur, c'est en fait l'emploi des personnes qui sont peu qualifiées, sans diplôme, qui sont le bon côté des choses, moins souvent au chômage que le chômage a baissé, mais plus souvent inactifs. Et donc, c'est-à-dire c'est-à-dire que le taux d'emploi des personnes en France, des personnes sans aucun diplôme, a baissé. Les NEETs, ce qu'on appelle les NEETs. Non, c'est pas les jeunes, c'est les personnes qui sont sans diplôme. C'est-à-dire que leur taux d'emploi baisse. Et il faut le faire. Donc ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler, et ça aura des effets. Effectivement, c'est absolument essentiel pour financer notre modèle social. Mais une fois encore, une fois que vous avez dit ça se joue à l'horizon de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 10 ans. Ce qu'il faut faire tout de suite, c'est faire rentrer les dépenses dans le rang. Voilà. Vous faites les deux en même temps, mais il faut faire rentrer les dépenses dans le rang. Il ne faut pas essayer de mettre à niveau un système de prélèvement qui est déjà au taquet pour financer un système de dépenses qui n'est pas compatible avec notre PIB par tête, qui n'est plus compatible avec notre PIB par tête. Donc voilà, ça c'est la big picture. On peut le maîtriser, voilà, à très court terme, ça effectivement. Un exemple effectivement de comment faire entrer les dépenses dans le rang. L'IFRAP a fait une étude il n'y a pas très longtemps qui montre que la région Pays de Loire a une gestion qui est exemplaire, et que si toutes les régions de France avaient une gestion similaire, on aurait 5 milliards d'euros de plus par an. Les régions, c'est pas des gros budgets, c'est pas des budgets énormes. Rien que sur les régions, il y a 5 milliards à trouver en s'alignant sur les meilleures pratiques. Les meilleures pratiques, Christelle Morancet. C'est par Christelle Morancet, absolument. Meilleures pratiques, c'est très intéressant aussi. Moi, les Échos m'ont laissé publier une tribune il n'y a pas très longtemps là-dessus. Quand vous regardez effectivement les écarts de pratique d'une entité à une autre, vous découvrez des choses invraisemblables. Il y a par exemple aussi le coût du traitement d'un malade, c'est la Cour des comptes qui a montré ça il n'y a pas très longtemps, entre la Savoie et la Haute-Corse. Oui. Vous êtes à, de mémoire, 1 800 € à peu près par malade en Savoie, vous êtes à plus de 3 000 € en Haute-Corse. Donc vous avez des écarts entre les régions qui sont absolument considérables. Donc rien qu'en demandant aux responsables, alors je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, il y a beaucoup de clientélisme, enfin bon, renseignez-vous, il y a des choses assez étonnantes, mais et j'aime bien les Corses par ailleurs, et j'aime bien ce pays qui est formidable, mais cette île formidable, mais il y a un vrai sujet d'alignement des meilleures pratiques. On demanderait aux responsables d'administration de s'aligner sur les meilleures pratiques en disant vous avez 3 ans pour vous aligner, sinon vous êtes dehors, sur les meilleures pratiques, les Pays de Loire, la Savoie, etc. Moi, j'avais calculé, il y a 40 milliards à trouver. Rien qu'en faisant ça, rien qu'en s'alignant sur les meilleures pratiques dans les différentes administrations. Oui. Je vous rappelle que chaque année, en plus c'est assez facile, c'est même pas, ça fait pas mal, il y a 145 000 fonctionnaires qui partent à la retraite chaque année. Ils sont tous systématiquement renouvelés. 145 000 fonctionnaires. Vous pouvez ne pas en renouveler 1 sur 2 en travaillant effectivement sur les meilleures pratiques. Et déjà là, vous avez un volant assez considérable. C'est l'une des propositions du Sénat. Les milliards qui dans le cadre du PLF. Allez, il nous reste. Et ça, on n'en parle pas, à part ici. Quelques minutes avant la coupure pub, je voulais qu'on revienne sur l'étude de l'OCDE sur l'impôt sur la société qui nous fait bondir de la 44e à la première place mondiale du taux de l'impôt sur les sociétés. À quoi est dû cette coupe, ce titre de champion du monde C'est dû. Donc le taux affiché, c'est 25%. Donc de ce point de vue-là, on est effectivement dans la norme. Mais un petit peu en dessous. En fait, le fait qu'on soit passé à la première place, c'est qu'on est passé à 33 ou 35%. 36,1%. Voilà. Parce qu'il y a eu toute une contribution exceptionnelle et qu'il se trouve qu'on a de grandes entreprises qui font du profit et du bénéfice en France, et donc elles sont concernées par ce taux exceptionnel qui nous fait grimper et qui est en fait plus du tout exceptionnel puisqu'il est question de le reconduire. Et d'ailleurs, ce taux de 36% n'inclut pas les impôts de production. Donc en fait, il faudrait rajouter la CVAE, la contribution foncière, etc. Donc on est à plus évidemment que 36%. On parlait
parlait de création de valeur et de création de richesse dans le pays. Ce qui manque, l'éléphant un peu dans la pièce, on voit que ça va être compliqué avec un taux de... Vous en parlez ce matin dans la tribune. Hein. Et il y a un point commun sur les deux dossiers, d'ailleurs, sur ce taux d'imposition et sur cette logique d'emprunt forcé, pour reprendre. C'est qu'au-delà des positions que Denis a évoquées, il y a une question de logiciel profondément qui est posée là-dessus. C'est-à-dire que l'emprunt est justifié entre les lignes par Matignon sur des investissements dits du futur, dont la défense. Okay. Bonne nouvelle, parce que je veux dire, pour une fois qu'enfin il y a une action qui est menée, une orientation dans ce budget, que ça soit sur les dépenses ou sur les orientations budgétaires, welcome. Mais on est aux antipodes du rapport Draghi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des centaines de milliards qui dorment. Dans un pays qui sait qu'il y a des défis, il y a des efforts de financement, on pourrait faire appel au marché, on pourrait honnêtement solliciter d'autres leviers, et la réponse qui se construit dans une sphère politique est celle de construire un emprunt forcé. Donc, j'ai l'air, dans quel siècle vivent les politiques français? En fait, c'est une vraie question. Solution d'après-guerre. Hein, ouais. Non, mais c'est une vraie question. Oui. C'est-à-dire que les enjeux des financements militaires, on le sait par expérience, dans les technologies militaires, c'est des technologies qui ruissellent dans le monde civil, qui sont des technologies majeures, qui ont des applications dans la décennie qui suivent, dans la vie quotidienne et autres. Bon. Donc, accompagner un pays qui n'est pas capable d'accompagner ça en sollicitant, en créant des véhicules financiers, et en ayant juste une réponse presque à la chinoise, honnêtement, c'est des autorités. Alors sur l'impôt sur les sociétés, on est à peu près du même ressort, et le ressort, il est connu, on le dit longuement, c'est-à-dire que c'est cette double lecture là, des 36 et du taux effectif dont parlait Antonin des 25%. Ouais, c'est ça, est-ce qu'on paye véritablement 36,1% c'est un taux facial, mais que dit cette étude, c'est qu'on a une fiscalité qui est complètement naze, pardon pour l'expression, mais elle l'est vraiment. C'est-à-dire qu'on a une fiscalité qui est tellement étouffante qu'on est obligé de créer tout le temps des niches. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien qui est assumé, en fait. C'est-à-dire que l'écart entre les 36 et 25% est colossal. Alors là, c'est vraiment intéressant de creuser. D'ailleurs, c'est presque... La France est parmi les pays qui a un écart le plus fort entre le taux affiché et le taux effectif. Parce que, en fait, la fiscalité de ce pays n'est inapplicable. Donc, on est obligé de créer du crédit impôt recherche, de créer un ensemble de choses qui font que derrière, on détourne une fiscalité en façade qui n'est pas le monde réel. C'est le choc qui est de plus en plus souhaité par pas mal d'acteurs, y compris acteurs économiques. Un peu de simplification, y compris fiscale. Voilà. Et si on remettait tout à plat? Oui. Cette étude a dit autre chose, c'est qu'on est aussi parmi les premiers mondiaux pour la subvention, je ne sais pas, le soutien à l'innovation et la recherche au travers du CIR. Donc ça, c'est plutôt positif, Antonin Bergeaud. Alors c'est vrai, mais en fait le crédit d'impôt recherche, comme ça vient d'être dit, c'est essentiellement un outil qui permet de faire baisser le coût du travail, qui est fait plus élevé qu'en Allemagne ou chez nos concurrents directs sur la recherche. Donc en fait, on subventionne d'une certaine manière le salaire des ingénieurs qui font de la R&D de manière à faire en sorte que les entreprises puissent continuer à en engager. Donc c'est pas tellement un outil de politique d'innovation au sens vraiment politique industrielle où on se dit on va développer les technologies d'avenir. En fait, on fait baisser le coût de R&D inconditionnellement. C'est une aspirine pour faire baisser la fièvre fiscale, quoi, si je vous comprends bien. En tout cas pour ces employés-là qui sont plutôt à des salaires élevés, qui bénéficient pas de baisse de charges. Donc c'est 7 milliards ou 6 ou 7 milliards d'euros par an qui sont utilisés en grande partie pour ça et pas pour essayer de réorienter l'innovation vers les secteurs d'avenir. Et donc de ce point de vue-là, c'est pas un outil de politique d'innovation qui est hyper efficace. C'est plutôt un outil de baisse du coût du travail. D'accord, donc plutôt favorable à une révision du crédit d'impôt recherche, Antonin Bergeaud. Ah oui, une révision, mais alors à montant constant, parce que dès qu'on parle de révision, tout de suite, il y a une question de savoir si on baisse. Voilà. Est-ce qu'on peut tenir avec un taux d'IS facial, encore une fois, il y a des moyens de contourner, mais de plus de 36% face à la concurrence mondiale? Non, évidemment que non. Enfin, c'est un message très très fort aux investisseurs. Ça serait incroyable, surtout quand tout le monde le baisse par ailleurs. Même l'Espagne, qui est dirigée par des socialistes aujourd'hui, a un IS qui est beaucoup plus faible, de l'ordre de 15%. Donc on est pratiquement plus de 2 fois au-dessus. Donc c'est pas raisonnable. Quand vous êtes
un chef d'entreprise, vous avez un arbitrage à faire entre investir en Espagne et en France, vous n'hésitez pas une seconde, quoi, sans parler du coût du travail aussi, par-dessus, qui est très très différent aussi. Le patron de Michelin a lancé un véritable cri d'alarme récemment, qui est resté complètement silencieux, qui aurait dû déclencher les alarmes à tous les étages de l'appareil d'État. Il a dit, il n'y a pas longtemps, devant le Sénat, je crois, ou l'Assemblée, je ne sais plus. C'était en début d'année, on a beaucoup parlé à l'époque. Je n'arrive plus à convaincre mes actionnaires, qui sont à 70% non français, de faire des investissements industriels en France. Je n'y arrive plus. Michelin, en plus, c'est pas le salaud de patron, quoi. C'est l'entreprise sociale, humaniste par excellence, très attachée à son territoire de Clermont-Ferrand et d'autres territoires. Et donc, quand on en est là, quand le patron de Michelin dit, moi, je n'y arrive plus, c'est plus possible, et il citait des chiffres intéressants, il citait des chiffres. En gros, il disait, le coût d'un employé français, c'est 140, et il a dans la poche que 70 à la fin. Et il citait des exemples dans les pays voisins, en Allemagne, mais c'est vrai aussi en Italie, en Espagne, où en gros le coût du travail est tout compris, tout chargé, est de 120, 130, et l'employé a dans la poche 80 à 90. Donc les salariés français coûtent beaucoup plus cher et en plus ont beaucoup moins d'argent dans la poche à la fin. Le MEDEF a mis en place un simulateur de salaire super brut et net, très intéressant sur leur site. Je vous conseille d'aller vous amuser pour comparer effectivement la différence en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. Voilà, c'est très parlant. Donc, quand vous êtes un investisseur qui a un arbitrage à faire entre ces différents pays qui sont relativement comparables par ailleurs, que d'un côté, le coût de travail est beaucoup plus élevé, l'IS est beaucoup plus élevé, vous avez beau être français, vous hésitez énormément parce que vous rendez des comptes à des actionnaires auxquels vous devez présenter des décisions objectives. Quoi, Donc, et là, c'est plus objectif de décider d'investir en France. Et ça devrait déclencher une véritable panique parmi les décideurs politiques. En disant, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Et il devrait parler que de ça à l'Assemblée. Et c'est pas de ça dont on parle, c'est comment taxer les riches. Peut-être qu'il manque des forces de rappel sur nos finances publiques françaises et puis pour secouer un peu nos politiques, effectivement, au Parlement. On va en parler juste après une petite coupure pub. Quelle force de rappel sur les finances publiques françaises ? On a déjà fait un bon bilan de l'État en première partie. On va essayer de trouver des solutions en seconde. Ne quittez pas, on se retrouve dans une minute. Les experts, débats et controverses sur BFM Business.